il faut d'abord la sécurité. Parce qu'on a remarqué, vous verrez, Niger, Burkina, ailleurs, partout, la cause des renversements des régimes, c'est l'insécurité, ce n'est pas le manque d'élection. Et donc nous avons dit, attaquons-nous d'abord à l'insécurité. La deuxième chose, il faut détricoter cette chemise-là. Mais en ce moment, une partie de la classe politique avait d'autres données, donc elle ne pouvait pas se comprendre avec nous. Moi, je voulais vraiment que les uns et les autres comprennent pourquoi il y avait ce hiatus-là. On a élaboré des termes à l'extérieur. Nous, on sait des officines qui ont élaboré. Le Premier ministre clivant. Parce que n'oubliez pas quand Assimi Goïta a été à Accra, la CEDEAO en bloc s'est opposé à la nomination du Premier ministre. Ils ont dit de trouver quelqu'un d'autre. Il a tenu bon. Et ils ont dit qu'ils vont voir d'ici 3 mois s'il arrive à tenir. Mais nous, c'était très clair. On avait la chance, contrairement à la transition de 2012, la transition militaire et l'ère politique, on avait une symbiose de réflexion. Et on a commencé à travailler. L'armée a préparé dans le plus grand secret ce que nous avons appelé la grande offensive militaire qui a été déclenchée à partir de mi-décembre 2021. C'est pendant cette même période que nous avons préparé les grandes opérations politiques, la tenue des assises. Les gens ont dit, ça ne peut pas, on dit les assises de Choguel, pour les saboter, on a tout dit. Le président est descendu lui-même dans l'arène. Il a appelé certains partis, individuellement en groupe. Les partis disent qu'ils ne vont pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Les assises se sont tenues. Le même jour où il y a eu la clôture des assises, le président a envoyé une délégation à la CEDEAO. Vous connaissez la suite. Et finalement, on a tenu bon grâce à la résilience des Maliens et puis au travail politique d'explication qui ne s'est jamais arrêté, même un moment. Les militaires, comme d'habitude, préparaient, comme je dis, dans le plus grand secret, la grande offensive militaire qui a été déclenchée à partir de la mi-décembre, où nous sommes allés dans les sanctuaires des terroristes. Avant, ils venaient attaquer les villages. Cette fois-ci, on va dans leur base, là où ils ont leur logistique pour les détruire. En même temps, les assises se tenaient. Donc, toute l'année 2022, c'était le corps à corps. Tous les gens que vous entendez, on tient au centre. Les Dogons, les Peuls, les Bamana, tout ça, c'était orchestré. Mais le sang, c'est du poison. Quand ça coule, on ne peut plus l'arrêter. Quand on dit qu'on a tué ton frère à cause de son ethnie ou sa religion, vous ne cherchez même pas à réfléchir. Mais nous avons une idée claire de là où on doit aller. Il ne fallait pas paniquer, il fallait tenir. Et on nous a donné l'occasion. Un jour, on s'assoit, on nous envoie l'opération Takuba. Ça a trouvé qu'on avait une demande de la Hongrie, du Portugal, du Danemark et d'autres pays pour venir. À notre grande surprise, les Danois viennent. Mais on dit, mais qui vous a dit de venir? Ils disent que c'est l'ancien président. On dit, mais l'ancien président n'est plus là. Et puis on a pris le papier que l'ancien président a signé. L'ancien président a dit dans un paragraphe que quand vous venez pour vos opérations militaires, il faut que l'armée malienne soit associée. Vous venez vous installer à Menaka, il n'y a rien, on leur dit, mais pourquoi vous êtes venus? Non seulement ils ne nous expliquent pas, mais on nous interdit de survoler cette zone-là, au motif que c'est les zones d'entraînement nocturne de Takuba. On ne peut pas payer des lunettes à vision nocturne. 1 an ou 2 ans avant, il y a eu l'affaire d'Indeliman, vous vous rappelez de ça? Un camp financé par la MINUSMA, construit par Barkhane, où on oublie entre guillemets de faire un puits. Et donc nos soldats sortent pour aller dans les hameaux Touareg chercher de l'eau. On les scrute. Un jour, on tombe sur eux, on les tue tous. On met des bonbons d'explosifs, on va dans le camp, on tue les militaires. Ceux qui restent en vie font 7 heures de temps pour demander des secours. Notre pays est vaste. L'aménagement et Barkhane qui ont les avions et les hélicoptères disent qu'ils ne sont pas venus faire la guerre. Donc tous les soldats sont morts.
On les a enterrés, on a pleuré, on a amené un peu de céréales à leurs parents, et c'était le sort qui nous était réservé. Nous avons décidé, les militaires, qu'à monnaie un bon malien là. C'est pour quand je les appelle après les monnaies baudins là, certains pensaient que c'était de la flagornerie. En réalité, je sais de quoi je parlais. Parce que mon ami Nkumban là, à Kuntese Kabo, si vous n'avez pas des gens déterminés comme ça. C'est comme ça qu'on a décidé de détricoter cette affaire-là. Finalement, le gouvernement, le Parlement danois a fini par dire à ces gens, mais les Maliens ne veulent pas de vous, vous ne pouvez pas rester chez eux. Le pays qui vous a fait venir, le Balabala, qui vous a pris 1 milliard d'euros pour mettre en poche, en disant que le Mali c'est pour lui. Mais il ne peut pas vous amener là-bas. On les a renvoyés. On a décidé de passer à l'étape suivante, G5 Sahel. G5 Sahel, c'est pour les 5 pays. On paye 400 millions de francs CFA par an de cotisation. Notre tour arrive, c'est un pays extra-africain qui dit que la réunion ne se tient pas chez nous. La date venue ne sont pas tenues, nous avons écrit pour dire qu'on est sorti. Takuba, G5 Sahel Sara, à la Kahinala. Donc c'est comme ça qu'ils sont partis. Il est resté Barkhane. Barkhane, les gens étaient là, mais nous on faisait le travail politique. On a su très bien au niveau du M5 qu'il y avait une préparation en profondeur d'un affrontement avec les militaires maliens. Ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire en 2004, on a détruit la flotte aérienne et tout. Donc les gens s'apprêtaient à faire un affrontement avec les militaires maliens. C'est disant que cette fois-ci, ils vont régler leur compte. Mais les gens de Gao se sont organisés. Ils ont chassé Barkhane en une nuit. C'est à la frontière du Niger qu'ils ont dit qu'ils ont quitté. Ils ont même oublié certains équipements là-bas. Pour vous dire que dans cette affaire-là, le tout n'est pas politique, le tout n'est pas militaire. C'est les deux ensemble. Barkhane est parti. Maintenant, il reste MINUSMA. On a laissé le temps pour nous préparer. Moi, j'ai reçu tellement de diplomates dans mon bureau qui demandaient si la MINUSMA va partir ou non. On leur dit d'attendre d'abord. Notre ministre des Affaires étrangères va parler. Effectivement, le jour venu, le président nous a tous réunis. Nous avons débattu, on est arrivé à la conclusion qu'il faut leur dire de quitter notre pays immédiatement. Parce que nous avions les preuves que tous les terroristes étaient armés, transportés, nourris, largués nuitamment par des forces étrangères. Et nous avons dit que tant que ces forces ne quittent pas notre pays, il n'y aura jamais la paix. Donc notre ministre des Affaires étrangères a pris l'avion, il est arrivé là-bas. On commence à lui tirer les verres du nez. Lui n'a rien dit, c'est dans la salle qu'il a laissé sa bombe éclater. Quand il a fait prao là-bas, il y a eu des crises cardiaques ici à Bamako. Parce que des gens sont tombés en syncope, parce que personne ne savait que ça c'était possible. En RDC, par exemple, depuis 2018, on a dit aux forces internationales de partir, mais elles sont là-bas encore. Donc ils ont dit que les Maliens là, ils sont en train de faire des bruits seulement. On nous a empêchés de montrer nos preuves. Parce que si jamais on les montrait là, tous les Africains allaient se révolter.